Et ce n'est plus un secret, le système de santé en Guinée laisse à désirer et gagnerait à être amélioré sous divers aspects. Encore aujourd'hui, on parle d'un réel manque de fonds qui affecte éventuellement le maintien de l'équipement médical. On parle également de manque de main-d'œuvre qualifiée ou pire encore, de mauvais traitements et de crimes sous couvert, on le dit, qui prennent place dans ces endroits où notre bien-être est supposé être prioritaire. Et aussi ironique que ce soit, certains centres de santé en Guinée empirent même l'état initial des patients qui viennent consulter leurs établissements. Et justement, nos invités aujourd'hui sont venus pour parler de leurs expériences pour un sujet qui est très important. Donc le titre de numéro d'aujourd'hui, c'est les expériences de nos invités dans les hôpitaux de Guinée. C'est tout de suite. Notre premier invité est bien connu de vous, chers téléspectateurs. Il est passé chronique, présentateur. Dans tous les sujets, il est là. Exactement. Il s'agit de Sémini Camara qui, comme vous le savez, est drépanocytaire. On l'a reçu il y a quelque temps dans cet épisode. Et aujourd'hui, il a bien accepté de venir nous parler de son expérience, justement, avec les hôpitaux en Guinée. Bonjour Sémini. Bonjour, Esther. Comment ça va? Bien, merci. Bonjour. Merci encore d'être là. Oui, c'est mon rôle, je suis là pour ça. C'est là même, c'est ta place. Exactement. Je te vois même pas ailleurs. On a écrit mon nom sur le fauteuil. Et juste à côté de Sémini, on retrouve Midiao Diallo. Midiao, bonjour. Bonjour Awa. Toi aussi, tu as des expériences et une bonne idée de ce qui se passe dans nos hôpitaux en Guinée, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. On est là pour en parler. Merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. En tout cas, soyez à l'aise tous les deux. Bon, toi, j'ai pas besoin de te le dire, Sémini. La causerie, c'est vraiment, elle porte vraiment bien son nom. Même si le sujet est très délicat et assez fort en substance. C'est juste pour ne pas que les invités stressent. Oui, c'est vraiment pas une de causerie, c'est un peut... échange. C'est un échange vraiment dans la bienveillance. Et voilà, ne vous inquiétez pas. Déjà, pour commencer, est-ce que, Midiao, tu pourrais nous raconter ton histoire, ta petite histoire par rapport aux hôpitaux en Guinée? D'accord. Donc, pour ma part, en fait, je dirais que j'ai eu à vivre plusieurs expériences dans les hôpitaux. Tant certaines qui étaient bonnes, d'autres qui étaient mauvaises. Dans les deux cas de figure, si je dois résumer, ça m'est arrivé de tomber sur dans des situations où j'ai eu des mauvais diagnostics. Ok, carrément. Dans des endroits que je pensais être supposément bons. Ouais. Ça m'est arrivé également de tomber sur de bons médecins, mais qui n'avaient pas suffisamment d'équipement. Ok. D'accord. Ça, c'est un autre problème. Dans le cas où, bon, après, c'est à toi de voir à quel point tu veux rentrer dans les détails, mais dans le cas où tu as eu un mauvais diagnostic, est-ce que c'était vraiment à l'opposé de ce que tu avais ou il y avait un semblant de vrai diagnostic? C'était vraiment à l'opposé. Oh mon Dieu. On m'a annoncé un diabète que j'avais pas en fait. My God. Mon Dieu. Wow. On veut connaître l'hôpital là. Bon, après, on a parté, mais on t'a diagnostiqué un diabète. Du coup, on t'a prescrit des produits, on t'a recommandé un traitement, mais qui est dangereux quand tu n'es pas malade. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, j'étais parti pour des douleurs qui n'avaient rien à voir. J'avais eu une entorse. Ok. Et ensuite, on m'a fait plusieurs examens. On m'a annoncé qu'on m'a détecté un diabète. Bon, sur le coup, moi, j'y croyais pas parce que je suis pas addict au sucre, j'en mange pas beaucoup. J'ai refait l'examen 2 fois. Apparemment, il est sorti positif au diabète. Dans le même centre? Dans le même centre. Okay. On était à 2 doigts de me faire une prescription que j'ai pas voulu prendre. Et au final, j'ai été faire des examens ailleurs. Et on m'a dit que j'avais pas le diabète. Mais qu'est-ce qui t'a dit non, je vais pas accepter ce diagnostic? Ou bien c'est juste le fait de connaître ton état de santé? Je suis parti sur le fait, comme tu dis, que je connaisse mon état de santé sur mon alimentation. J'aime pas le sucre de base. Et je me suis dit que c'est forcément noir ou blanc, que le diabète, c'est dû à un excès de sucre. Donc je me suis dit que c'était pas possible. Ouais. Et je pense que, par exemple, tu aurais été en Occident, tu aurais tendance à plus croire, on va dire. Mais le contexte guinéen, est-ce que c'est ça aussi qui a joué un peu sur le fait que, bon, je suis en Guinée, on peut douter d'un diagnostic qu'on nous donne dans les hôpitaux? Le contexte a peut-être joué, mais ce qui a le plus joué, comme je dis, c'est surtout mon alimentation et le fait que je ne voyais pas de lien entre le prétendu diabète et mon entorse. C'est vrai, c'était complètement à l'opposé, clairement. Et toi, Sémini, avant qu'on ne commence à tourner, tu m'as dit clairement que tu n'allais plus dans les hôpitaux ici. Même quand tu es malade, tu préfères te soigner, t'automédiquer. Et pourquoi? C'est pas de l'allergie ni du... je dirais c'est du dégoût, en fait. Ok. Ouais, du dégoût, parce que je peux pas admettre
que je me rende dans un centre de santé, dans l'espoir de me faire guérir, mais j'ai comme l'impression que je viens mourir, au fait. Wow. Voilà, moi, c'est l'impression que les hôpitaux m'ont donné ici. Parce que déjà, l'assainissement, parlant d'hygiène, et surtout le regroupement des malades, c'est ce que je ne supporte pas du tout. Donc, c'est un peu compliqué de venir pour un simple palu ou une petite fièvre typhoïde. Ouais. On peut te mettre dans la même pièce avec quelqu'un qui a l'hépatite B ou même de la tuberculose. Voilà, donc il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. Okay. Et moi, avec mes douleurs, quand je viens, à peine si je peux marcher. Ouais. Donc, je suis soit porté par des amis ou des frères, mais je te dis, j'ai même pas où m'asseoir quand je viens. Mon Dieu. Alors que j'ai des douleurs. Et moi, je me dis que la première des choses, c'est d'abord essayer de calmer mes douleurs avant de me submerger de questions, quoi, tu vois. Et là, on me laisse assis comme ça, on me dit, bon, attends, il y a le sérum de l'autre qui n'est pas encore fini, et quand ça finit, on te prend. Ouais. Alors que tu voilà, je suis rentré à la maison établissement. directement parce que je me suis dit que je ne venais pas ici pour guérir et tout. Et il y a plein d'autres petits aspects qui viennent en place, mais bon, ça dépend aussi de l'hospitalisation et de la durée de l'hospitalisation. Ouais, c'est vrai que les conditions importe un peu plus quand on sait qu'on vient rester pendant plus de 2 jours. Et voilà, si moi, tu sais pas... que tu fais juste un aller-retour... Voilà, moi, je ne suis pas dans le contexte de diagnostic et autres, parce que moi, je viens déjà, parce que je sais déjà ce que j'ai. Ouais, okay. Donc, je viens pour avoir des soins. Voilà. Donc, moi, mon seul problème, c'est de calmer mes douleurs. Et pour calmer mes douleurs, il faut soit mettre des antibiotiques dans le sérum, pour que, voilà. Mais si on me dit d'attendre qu'il y a un malade qui est déjà sur le lit et tout, il faut attendre qu'il libère le lit. Ça, donc tu es dans la souffrance en fait finalement. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça de ma vie. Mais je comprends pourquoi c'est traumatisant, mais du coup tu fais comment? Parce que tu vis dans ce pays, tu es obligé forcément de, à un moment donné, te soigner. Tu arrives à le faire à la maison ou oui, à la maison, sans problème, oui. Okay. J'arrive à le... Je vais à l'hôpital quand je ne sais plus à quoi me remettre. Et honnêtement, je vais à l'hôpital à cause de mes parents. Parce qu'ils exigent que je vais à l'hôpital. Ils ne connaissent pas la réalité, au fait, de ce qui se passe là-bas. Et tu as tenté de changer d'établissement oui, j'ai plusieurs fois changé d'établissement. Et il y a eu une bonne différence dans quelques établissements dont je peux faire taire le nom. Mais tout ce qui est établissement public, là, je ne conseille personne. J'espère ne pas avoir une grosse maladie qui peut vous pousser au point d'aller dans ces genres d'hôpitaux. C'est ça le truc. Tu viens en Guinée, tu espères ne pas tomber malade. Ouais, c'est ça. Parce que ne serait-ce que juste le manque d'hygiène, tu rentres dans ces hôpitaux, tu peux en ressortir avec un état pire que celui dans lequel tu es. Il y a des hôpitaux qui sont même nommés et surnommés l'hôpital de la mort. Oui, c'est vrai. Waouh. Oui, quand tu me dis je vais ici, on te dit ça c'est l'hôpital de la mort. C'est vrai. Ok, en off, vous me direz c'est lesquels parce que comme ça, voit tous de quel hôpital il parle. Moi, je ne sais pas encore, oh mon Dieu, je viens d'arriver, je ne sais pas encore. C'est pas incroyable. Et est-ce qu'il y a moyen, je parle aux deux, est-ce que vous avez déjà eu justement un événement où il y a eu une injustice et que ça vous a poussé à vouloir porter plainte? Dans vos histoires personnelles. Déjà, on vient dans la position de malade. Donc, la première des choses, c'est de chercher à guérir. Oui, c'est ça la priorité. Parlant de plainte et autres, je pense que ça peut venir peut-être après, mais une fois qu'on est guéri, on oublie tout ce qui s'est passé. D'accord. Ouais, c'est ça le piège, en fait. C'est pour ça que ça continue, parce qu'il y a une impunité. Mais quand tu as fait, Midiaou, quand tu as fait d'autres examens dans d'autres pays, est-ce que tu es revenu à la base en leur disant mais vous m'avez fait un diagnostic pourri, genre assumez-le, ou tu n'es juste pas, tu n'as pas cherché à comprendre. Parce que justement, très honnêtement, je ne suis pas revenu à la base, à la source pour leur dire, parce qu'il y a même justement le médecin qui me suivait, qui m'a conseillé de refaire des examens, parce que lui-même, travaillant dans cet hôpital, ne croyait pas aux résultats. Donc c'est ce qui m'a amené, en fait, c'est lui qui m'a dit, refais tes examens. Donc c'est ça, en fait, il y a de bons médecins qui se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent pas faire grand-chose parce que à toi tout seul, tu ne peux pas refaire un hôpital, tu ne peux pas refaire tout un système qui est déjà, on va dire, gangréné. Et par contre, on parlait des hôpitaux de la mort, et toi tu disais que les gens ont peur de tomber malade, mais les gens même ont peur les femmes par exemple ont peur de tomber enceinte. Oui, les femmes ont peur de se faire traiter ici, d'aller voir un gynécologue ici. Et des fois, c'est vrai qu'on dit que les Guinéens n'ont pas cette culture d'aller à l'hôpital, mais des fois, ils ont envie de le faire, mais tu arrives là-bas... il n'y a pas les ressources, il n'y a rien pour tu arrives là-bas et tu as peur en fait de ce que tu vas y trouver. Pendant la période Covid, moi je connais beaucoup d'oncles et tantes qui ont attrapé Covid en allant faire des tests. Tu vas te faire tester pour voyager, tu chopes Covid. Donc sur le coup, quand tu fais le test, il est négatif, mais tu arrives à l'étranger, tu es malade. Tu vois, en fait, il y a tellement de... Mais c'est quoi la solution? Enfin, déjà pour les plaintes et tout, je pense qu'il y a aussi
le fait effectivement que, bon, on est guéri, donc on n'a plus forcément besoin et tout, et jusqu'à ce que la prochaine fois on tombe malade. Mais je pense qu'il y a aussi ce sentiment de toute manière, qu'est-ce qu'ils vont faire finalement? Est-ce qu'il y aura vraiment gain de cause? Exactement, est-ce qu'il y aura un suivi et qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que c'est un système, je ne veux pas dire une mafia, bon, c'est quelque chose qui est là depuis des années, qui continue d'exister parce qu'il y a impunité. Finalement, on est impuissant, on vient malade, on repart guéri ou pas, mais on est impuissant dans cette lutte-là, dans cette justice-là. Et je pense que ça joue beaucoup sur cette volonté de faire suite. Et donc, c'est un cercle vicieux, au final. Et je me demande, ça aurait été intéressant d'avoir un juriste, mais je me demande c'est quoi les lois par rapport à ça? Qu'est-ce que l'ordre des médecins dit par rapport à ces traitements-là, ces mauvais traitements-là, quoi. Ouais. Et en parlant de ça, toi, Hawa, tu avais une histoire, l'histoire d'une de nos internautes qui m'a personnellement énormément touchée. Une folle histoire. En fait, c'est une de nos internautes qui nous a écrit quand on a justement fait un sondage sur les réseaux sociaux à savoir quelles ont été les expériences de nos internautes. Beaucoup, justement, voulaient en parler, mais peu voulaient venir le témoigner en personne. Et en gros, elle, ce qui s'est passé, c'est très récent, le 19 juin dernier, un dimanche, sa tante a eu une crise cardiaque. Donc forcément, ils se sont rués, ils ont cherché des hôpitaux, un cardiologue plus précisément, mais à cause du fait que c'était dimanche 18h, il n'y avait pas de ressources. Donc ils sont allés à l'hôpital de Donka, le département de cardiologie de Donka qui est au Camboiro. Quand ils sont arrivés, ils l'ont mis tout de suite sur perfusion, elle avait des douleurs, c'était une crise cardiaque transitoire, ça s'appelle. Donc elle avait de fortes douleurs, elle a été reçue d'abord par les stagiaires, avant que le cardiologue vienne, ils l'ont mis sur perfusion, ils lui ont donc fait un diagnostic comme quoi elle avait besoin de tel et tel produit. Donc elle avait cette ordonnance, on lui a dit d'aller à la pharmacie de garde, à Camayen, je la nomme puisque voilà. Et donc elle est allée et ils lui ont dit, sur les 3 produits, le premier coûtait 6 millions de francs guinéens. En soi, elle aurait pu se le permettre, sauf que c'est dimanche, personne n'a 6 millions dans sa poche. Donc elle est retournée à l'hôpital pour demander est-ce qu'on l'aide en fait. Est-ce qu'il y a moyen peut-être de payer le lendemain, lundi, etc. Non, vous devez avoir ce produit. Tant qu'on n'a pas ce produit, on ne peut pas l'hospitaliser. Et il y a sa tante qui est en souffrance dans cet hôpital et ils ne font rien. C'est dans cette douleur-là, après 2 heures à l'hôpital en train d'essayer de négocier, qu'un stagiaire lui a chuchoté, va à la pharmacie Coranti. Elle va à la pharmacie Coranti et on lui donne ce produit-là à 300 000. Donc elle comprend tout de suite que c'était une volonté de se faire de l'argent, forcément. Il n'y a pas d'autre manière de l'expliquer. Et lorsqu'elle revient à l'hôpital, elle donc donne le produit, mais c'était trop tard. Le lendemain, sa tante a rendu l'âme. Elle devait même venir aujourd'hui, mais je pense qu'il y a aussi, comme elle le disait, cette volonté de ne pas... La tante repose en paix, donc la famille l'a dissuadée de porter plainte. Et ça va sûrement se laisser comme ça. Mais... Et voilà, ce sera dans l'impunité totale. Parce que je peux comprendre que la situation économique en Guinée soit compliquée et qu'on a envie de se faire un peu d'argent de gauche à droite. Mais sur la vie de quelqu'un, et avec autant d'écart, de passer à 300 000, à 6 millions quand même. C'est abusé. Franchement, c'est choquant. Il n'y a vraiment aucune pitié. Et ils savaient, ils sont en mesure de voir l'état de la patiente et ils savaient que c'était critique. Mais malgré tout, ils ont priorisé l'argent. Et encore, ce qu'elle disait, c'est qu'elle, au moins, elle était en mesure. Mais il y a des familles que tu leur dis 6 millions, mais même lundi, mardi, ils ne vont pas pouvoir, en fait. Il y a ce manque-là. Est-ce elle ne veut pas les pointer du doigt parce qu'elle dit ils sont mal payés, donc c'est leur manière de. Mais à un moment donné... non, c'est pas une raison. C'est pas une raison. 5 700 000 de bénéfices de surplus sur la santé de quelqu'un, c'est méchant. Moi, je pense que c'est méchant. Et puis moi, mon père aussi, j'ai même une expérience comme ça. Mon père, il est décédé comme ça. Mon père avait une maladie qu'il nous avait cachée auparavant. Mais à la dernière minute, il nous a fait comprendre qu'il était en phase, voilà quoi. Donc, on savait tous que ça allait venir. Donc on se rend dans le fameux hôpital de la mort. Heureusement pour nous, on nous dit non, qu'il ne peut rien faire là-bas, de se rendre dans un autre hôpital aussi de la mort. Ça, ils sont 2. Il y a 2 hôpitaux de la mort. Il y en a même 4. Et donc, on va là-bas. Selon les expériences, on va là-bas, ils se rendent compte qu'il n'y a vraiment plus rien à faire, tu vois. Mais il y a eu tellement de gauche-droite que j'ai appelé mon médecin personnel et je lui ai dit, je veux que tu viennes voir le vieux, au fait, et que tu me dises ce qu'il a vraiment. Le gars, il est venu, dès qu'il est rentré dans la pièce du papa, il est sorti, il m'a dit, dis à ton père de faire son testament maintenant. Parce que je ne suis pas sûr que même demain minuit, il ne le trouve en vie. Par contre, l'hôpital dans lequel on s'est trouvé nous disait, oui, il nous faut une opération de 12 millions. Et après, voilà. On a payé
Après l'opération, 1 heure, 2 heures, le monsieur il est parti. Mon Dieu. Au fait, ils ont juste demandé l'opération juste pour prendre les seaux. Mon Dieu. Ils savaient bien que l'opération, pas d'opération, il n'y avait plus d'espoir. Voilà, c'est une maladie là où les intestins n'arrivent plus à se relier. Il faut donc mettre du tuyau pour. C'est un peu compliqué. Surtout ici, c'est infaisable. En tout cas, c'était évident que c'était clair. phase terminale. Voilà. Et mon médecin là, c'est le petit frère de mon père, au fait. Okay. Donc il n'avait aucun intérêt à mentir. Donc il a dit, ah, ça c'est compliqué. Mais on avait déjà payé, et puis bon, tout était déjà engagé, l'opération avait été déjà faite. Mais d'une manière vite fait, quoi. Voilà. Donc vraiment, c'est des trucs, moi j'ai plus confiance. Moi, j'ai eu des amis étudiants en médecine. C'est eux qui me diagnostiquaient. Je les Parce qu'ils n'ont pas encore le vice là. Mes propres amis avec qui on partait faire la fête et autres, c'est eux qui me font les perfusions, c'est eux qui me font mes piqûres et tout. Mais en parlant de perfusion d'ailleurs, je ne sais pas si... C'est un classique ça. C'est ça, c'est un classique. Oui, hein, quelle que soit ta maladie, même si tu as mal aux cheveux, c'est parti pour une perfusion en fait et ça s'arrête. C'est ça. Et on te l'a prescrit sur plusieurs jours. Mais je pense que s'il y a peut-être certaines choses à revoir dans le fond. Parce que récemment, on a tous entendu parler de la destruction des faux médicaments, de la réduction des importateurs. En tout cas, on voit qu'il y a une certaine volonté et une certaine amélioration au niveau de la distribution des produits pharmaceutiques. Je ne sais pas si c'est l'ordre des médecins, si c'est les autorités ou le ministère de la Santé qui a réussi à faire cela en place. Peut-être qu'il faudrait enchaîner la même chose au niveau des hôpitaux. Plus les contrôler, fermer tout ce qui est clinique clandestine, parce que moi, je remarque, et je pense que vous aussi, quand on est dans la circulation, quand on est dans les quartiers, on voit des petites cabanes, c'est écrit dispensaire, c'est écrit clinique. On a fait une émission là-dessus d'ailleurs. On voit plein de trucs fantômes que je pense ne sont pas accrédités ou n'ont pas forcément le nécessaire pour le faire. Il faudrait peut-être nettoyer ça, mettre en place un système déjà pour les urgences, au moins pour maintenir la personne en vie avant d'envisager certaines opérations. Parce que je pense que dans tous les pays du monde, les urgences sont gratuites et quel que soit l'hôpital, on prend la personne en charge. C'est prioritaire, quoi. Mais ici, dans des hôpitaux, même de renommée, essayez de vous présenter, de vouloir aller aux urgences. La première question qu'on va vous poser, avez-vous une prise en charge? Vous n'avez pas de prise en charge? Êtes-vous prêt à payer la caution? Et la caution, c'est... En fait, c'est toujours mettre l'argent devant. Et les histoires de perfusion, là, on en parle, on en rigole, mais ça tue des gens. Parce que je connais, pas personnellement, mais il y a un monsieur qui est décédé comme ça. Il est arrivé avec des migraines. Et on lui a directement recommandé une perfusion. On ne connaît pas le mélange qu'il y avait dedans. Il a pris 1 heure après. Le monsieur est mort. Et du coup, quelques mois plus tard, son frère a fait un accident et il arrive à l'hôpital et il avait le nez qui saignait. On n'a même pas regardé son nez, on n'a pas fait d'examen, rien. Et on lui a dit perfusion. Et il a dit jamais de la vie. Oh mon Dieu. Il a dit jamais de la vie, mais il a fallu quand même qu'il ait une tragédie dans sa vie pour se rendre compte que non, vous ne me faites pas d'examen, vous me prescrivez une perfusion, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est fou. Mais en fait, heureusement, il faut des émissions, il faut communiquer, d'où l'importance de venir raconter son expérience pour justement sensibiliser, parce que moi-même, après, comme je dis, vous allez me dire c'est quoi ces hôpitaux de la mort, mais est-ce que vous pensez que le statut joue un rôle? Est-ce qu'au contraire, contrairement, on va dire, à la vie de tous les jours où quand on sent que tu as les moyens, on te privilégie. Est-ce qu'à l'hôpital, c'est le contraire, où justement on se dit, bon, tu as les moyens, donc on va pouvoir extraire plus d'argent à ton niveau? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti dans vos expériences? Bon, moi je pense que plus tu as les moyens, plus on s'occupe mieux de toi. Mais ils ne s'occupent pas mieux de toi parce qu'ils veulent que tu guérisses. Ils s'occupent mieux de toi parce qu'ils savent qu'avec toi, les ordonnances et les reçus ne vont pas tarder à être payés. Ils te chargent plus cher, justement? Non, ça ne les dérange pas. Du moment où tu viens, qu'ils sentent qu'il y a un peu d'aisance dans votre manière de faire, ils vous taxent tranquillement et puis voilà, ça passe. Et toi, quand tu viens, il y a une certaine manière de venir, on sent que bon, les moyens ne sont pas au rendez-vous et tout. On vous dit, bon, vous l'attendez ici. C'est clair. Donc moi, je ne mets pas forcément la faute aux médecins et tout, parce que l'État aussi a une part de responsabilité. Moi, je pense que si chaque Guinéen bénéficiait d'une assurance maladie, ça allait peut-être amener le docteur à te soigner avant de te parler de sous. Effectivement. Voilà. Et quand ce n'est pas le cas, souvent tu perds ta vie juste pour des miettes, quoi. Parce que pour moi, la vie n'a pas de prix, en fait. Mais lorsqu'on va au-delà de ça, est-ce que nos médecins arrivent à pouvoir trouver les bons diagnostics, poser les bonnes recommandations, les bons médicaments, les bonnes ordonnances, le bon suivi? Parce qu'on a vu à plusieurs reprises des articles dans la presse de personnes qui disaient qu'ils avaient été mal opérés, qu'il fallait les réopérer, ou des personnes qui sont même décédées. Je pense qu'il y a même eu, il y a quelques mois, la dame
qui s'était fait opérer à plusieurs reprises, qui avait même été abusée dans une clinique. Et au final, son opération n'a pas réussi. Elle a dû partir à l'extérieur. Et c'était trop tard. Ouais. Et est-ce que justement, parce que clairement, c'est pas seulement le manque de moyens, comme tu dis, c'est le personnel qui est moins qualifié, qui n'est pas qualifié, c'est qu'en gros, il n'y a pas de suivi finalement, même sur l'état psychologique des médecins. On leur donne leur rôle, on leur donne leur statut, on leur donne leurs outils, sans forcément... comme quoi, tout le monde peut être médecin finalement. C'est ce que j'ai l'impression de comprendre. Et c'est très dommage, c'est pour ça qu'on voit les membres du gouvernement aller se soigner à l'extérieur, parce qu'ils savent eux-mêmes qu'il y a un problème ici en Guinée. Et je pense que ça même, ça sort un message, quoi. Et je pense que il faut sensibiliser, il faut en parler. Et d'ailleurs, je salue encore une fois votre présence, parce que si on n'en parle pas, ça reste sous couvert. C'est ça. Et le fait qu'on ne dise pas les noms des hôpitaux, c'est plus pour se protéger légalement qu'autre chose. C'est pas parce qu'on a peur de le dire ou parce sinon, moi-même, j'étais prêt à les citer. C'est juste une question de protection légale. Mais au-delà de ça, moi, quand je discute avec les gens, je leur dis non, cet hôpital, non, cet hôpital, ouais, peut-être, oui, oui, on verra. Mais en soi, personnellement, il n'y a qu'un seul hôpital ici qui m'inspire un peu confiance. Tu le diras alors après. Ça, je peux le dire parce que c'est l'hôpital qui a la minière FAG. Oui. C'est le seul hôpital qui m'inspire un tant soit peu confiance parce que c'est là-bas que j'ai mon médecin généraliste, mon gynécologue et tout. Mais quelque part, c'est vrai que je ne suis pas rassurée à 100% parce que pour accoucher, je suis quand même partie. Pourtant, j'étais satisfaite des soins que j'avais pendant le suivi de ma grossesse, mais je suis quand même partie. En fait, c'est le strict minimum. Quelque part, exactement. Pas à la hauteur, exactement. Forcément. Je ne me voyais pas, parce que je ne suis pas rentrée dans leur bloc d'opération opératoire, mais je sais pas, il y a quelque chose qui... Mais peut-être que je dirais pas que l'espoir est encore permis, mais avec le contrat de gestion, en tout cas la privatisation de l'hôpital d'Onka, et la rénovation, peut-être qu'on espère avoir de bons équipements, j'espère aussi un bon service, parce qu'en tout cas, je pense que les moyens, en tout cas, ont été mis à disposition pour avoir déjà des bons locaux. Et ça serait une belle innovation de pouvoir accueillir les patients, la population, pour les traiter dans de meilleures conditions. C'est très difficile, je pense, d'avoir quand même de l'espoir, en tout cas. Parce qu'il y a tellement, c'est plusieurs couches en fait. C'est ça, il y a parce plein que de petits problèmes. J'imagine que dans un pays où on n'a qu'une seule couveuse, une couveuse, c'est-à-dire que s'il y a un enfant prématuré qui naît, il ne faudrait pas qu'il y en ait 3 à la fois. Non, c'est ça. Et on le dit, mais moi, mon gynéco, il me l'a dit carrément, prenez soin de vous, parce que si votre enfant il naît prématurément, il ne va pas survivre. Mais tu vois, déjà, l'état dans lequel tu te trouves, tu es malade ou tu es enceinte, ou tu es déjà dans un état de stress, de vulnérabilité, et on te met encore cette pesanteur mentale en disant, faites attention, parce que si ça arrive, vous risquez... Mais comment empêcher ce qui peut arriver? En fait, il n'y a pas d'issue, mais écoute, comme Midiao le dit, on garde espoir. On voit c'est les stagiaires même qui m'énervent. Oui, c'est ça. Remettre aussi des malades aux stagiaires. Non, mais c'est vrai. Tu peux pas un état critique et puis on te donne des stagiaires. Des stagiaires, non, ça, je suis d'accord. C'est un manque de respect. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, par rapport aux stagiaires, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Il y en a qui sont stagiaires, mais ils sont stagiaires depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Ouais, c'est vrai. Ils ont le rôle ou le titre de stagiaire. Mais c'est des professeurs, Parce que même au niveau de Donka, au niveau de l'hôpital temporaire qui se trouve dans le camp, moi j'ai déjà été consulté là-bas. Je suis tombé sur un bon médecin qui m'a donné le bon diagnostic et qui m'a donné le bon traitement. Mais il est stagiaire. Non, il n'était pas stagiaire, mais j'étais content en fait de tomber. Ça fait du bien en fait. J'étais content parce qu'après j'ai été revoir un autre médecin pour vérifier. Et c'était bon. Il m'a prescrit des examens, au final il est retombé sur le même diagnostic que le premier. Bon, il y a espoir quand même. Comme tu dis, il y a des médecins qui ne sont pas forcément dans les bons établissements. Mais même par rapport aux stagiaires, il y a des stagiaires... justement, l'histoire que j'ai racontée, c'est le stagiaire qui lui a dit « va à la pharmacie hôtel ». Parce que justement, je pense qu'ils n'ont pas encore le vice. Oui, c'est ça, ils sont de bonne foi. Les médecins confirmés là qui sont... C'est quand ça fait longtemps ils sont dedans, des fois, ils rentrent dans le vice. Et j'ai l'impression qu'arriver à un certain niveau...
ils arrivent au pouvoir, entre guillemets, et puis ils oublient la vie humaine. Oui, ils oublient le serment ça. qu'ils ont prêté. Et moi, je trouve ça incroyable. Ouais. Ça aurait été bien d'avoir un médecin sur le plateau qui puisse se défendre. Mais bon, ce n'est que partie remise, surtout qu'on est quand même allé voir un médecin pour lui poser quelques questions sur l'état des hôpitaux, sur la situation des hôpitaux en Guinée et de toutes ces crises dont on entend parler, toutes ces histoires tragiques dont on entend parler. Et on va écouter ces réactions de médecin dès maintenant. tout de suite. Moi, c'est Dr Kourouma Bakari Luther. Je suis médecin généraliste, actuellement en service à la clinique Anastasis de Nongo. Le système de santé en Guinée, de façon globale, a beaucoup d'insuffisances. Ça, il faut pas, même si tu n'es pas de la matière, tu vas le savoir. Mais aussi, il y a des acquis. Voilà. Maintenant, dans les insuffisances, il y a beaucoup de choses, la qualité des soins, le manque de matériel, le manque de formation de certains agents et aussi le problème de régulation du domaine. Parce que c'est en Guinée seulement que tu vois des infirmiers qui font le rôle du médecin et puis des laborantins qui font le rôle du médecin, j'en passe. Donc, de façon générale, personne ne sait quelle est sa limite. C'est pourquoi, le plus souvent des fois, dans les médias, vous voyez des scandales d'avortement, de mort d'hommes dans les cliniques dus à des fautes, des erreurs de médecins. Voilà, donc le système a beaucoup de problèmes, mais qu'à cela ne tienne, je crois qu'il y a des acquis, par exemple, dans le domaine de la formation. Il y a beaucoup de nos compatriotes tchadiens, de nos compatriotes ivoiriens qui viennent faire leur médecine en Guinée. Je crois que ça, c'est un acquis. Donc, de façon générale, ce que je peux dire par rapport au système en Guinée. Dire que j'ai choisi d'être médecin généraliste, ce n'est pas un choix, est-ce que vous voyez? Mais le système est fait de telle sorte qu'en Guinée, on commence d'abord, quand vous faites l'université, la faculté de médecine en Guinée, vous sortez généraliste. Vous comprenez? Donc après, il vous faut pousser les études pour vous spécialiser, ce dont d'ailleurs j'ai l'ambition de faire dans les années à venir. Par rapport à ce constat, je crois que les responsabilités sont partagées, selon moi. Parce qu'on est dans un système, par exemple, quand je prends les structures privées, on est dans un système où la plupart des structures privées installées en Guinée ne sont pas subventionnées par l'État, ne sont pas subventionnées par les partenaires techniques. Donc, si vous recevez un malade et qu'il n'a pas au moins le minimum pour payer au moins les frais de produit, vous voyez que ça devient très compliqué pour le médecin. Parce que ces produits-là, lui aussi, il ne les gagne pas gratuitement. Vous comprenez? Maintenant, quand vous prenez le problème dans les structures publiques, ce qui fait qu'il y a tous ces dysfonctionnements, c'est qu'il n'y a pas d'assurance maladie dans notre pays. Dans les autres pays, par exemple, il y a l'assurance maladie pour tout le monde. Donc, quand tu viens à l'hôpital, les premiers soins sont pris en charge par l'État. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas un problème d'argent qui se pose. Dès que tu viens, on te prend en charge. Et puis maintenant, les autres là, tu vas te débrouiller à payer. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Même au public, quand tu vas, même si tu es fonctionnaire, tu n'as pas une assurance maladie, tu dois payer la consultation et ainsi de suite. Ce qui fait que souvent, les malades vont se plaindre qu'ils ne sont pas bien pris en charge. Mais en réalité, ce n'est pas la faute aux médecins, mais c'est la faute au système qu'on a construit chez nous. Est-ce que vous voyez? Et d'un autre côté aussi, actuellement, nous sommes dans une société où il n'y a pas de morale. Moi, par exemple, j'ai fait des stages dans des structures où on a reçu des malades qui étaient vraiment en difficulté, où c'était une question de vie ou de mort. Par humanisme, on s'est engagé,
qu'on a pris dans nos poches pour soulager ces malades, mais après, ces malades, vraiment, on fait que quelque part, on a développé, on a un peu perdu l'humanité qu'on avait. Parce que quand tu viens au secours de quelqu'un qui est en danger et que tu le sauves, le minimum serait au moins qu'il soit reconnaissant et qu'après, il s'acquitte de ses devoirs. Mais si ces malades même fuient pour éviter de payer, d'honorer son engagement, vous voyez ce que ça fait. Et ça, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est plusieurs fois. Donc, ce qui fait que un peu les médecins ont perdu aussi dans les hôpitaux leur humanité. C'est pourquoi je dis que par rapport à cette question, les responsabilités sont partagées. Il y a la responsabilité du médecin, il y a les responsabilités de l'État, mais il y a la responsabilité aussi des malades qui manquent de morale, qui ne respectent pas leurs paroles le plus souvent vis-à-vis des médecins. Donc, cette peur, elle est légitime. Cette peur, elle est légitime parce que un Guinéen lambda qui se rend dans nos hôpitaux actuellement, disons-nous la vérité, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Donc, si ce n'est pas l'aide de Dieu, tu peux tomber, par exemple, dans les mains d'un monsieur incompétent qui va, au lieu de résoudre ton problème, qui va l'aggraver. Est-ce que vous voyez, vous pouvez être confronté aussi à un problème d'argent. Par exemple, vous avez une maladie grave qui nécessite une intervention qui coûte extrêmement cher, que vous ne pouvez pas payer. Donc, si vous n'avez pas les moyens, peut-être que cette maladie va vous tuer si vous n'avez pas des personnes de bonne volonté qui interviennent. Je crois que cette peur est vraiment légitime et qu'ensemble, médecins, État, population, on doit travailler pour vraiment essayer de changer la donne, de faire en sorte qu'on ait un bon système qui permette de prendre en compte tout le monde, riche comme pauvre. De faire en sorte qu'on ait des soins de qualité. Parce qu'il y a beaucoup, par exemple, de malades qui préfèrent aller faire leurs soins au Sénégal, au Maroc. Je crois que si tous ces moyens étaient là, parce qu'on, quoi qu'on dise, on a de très bons médecins, des éminents professeurs qui ont fait leurs preuves ailleurs. Je crois que s'il y a les moyens qu'on met, je crois que ça peut changer la donne et que cette peur des populations peut se transformer en confiance. De retour sur le plateau de la causerie du midi, on a pu le voir, hein, le son de cloche d'un médecin, ça fait du bien, je pense que ça nous a donné espoir et on espère qu'effectivement ça va aller dans ce sens-là, puisqu'il faut une punition, en fait, il faut punir ces actes, ces crimes sous couvert. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à nos invités d'avoir bien voulu venir parler de ce sujet. Je sais que c'est quand même assez délicat, surtout qu'on ne peut pas vraiment citer de noms de médecins ni d'hôpitaux. Mais merci. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose pour terminer? Un dernier mot. Oui, beaucoup vont remarquer de quel hôpital on parle. Ouais, tu penses? Des messages d'encouragement aux médecins qui essayent et surtout ceux qui font de leur mieux. C'est important, c'est vrai que c'est important de féliciter aussi ceux qui travaillent dans de bonnes conditions, absolument, de la bonne manière. Les encourager à encourager leurs confrères à ce que ça aille dans le bon sens. Qu'on ait une Guinée plus tranquille, où on n'a pas de prise de tête, voilà, plus sereine. En tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci à nos invités d'avoir partagé leurs expériences. On vous souhaite bon courage, beaucoup de santé toujours, en attendant qu'on règle nos hôpitaux. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres épisodes sur la causerie du midi. Et vous pouvez aussi surtout suivre cet épisode et regarder aussi les précédents sur la chaîne YouTube de Joma TV en allant simplement dans la playlist La causerie du midi qui est faite pour ça. Vous allez retrouver tous les épisodes. Merci beaucoup et à demain. À bientôt.